Hey la famille, c'est Timon Karim, bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo de ma série d'interviews que je sais que vous commencez à apprécier. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, n'hésitez pas à aller les checker. Mais tout de suite, on reçoit Gaïs de la chaîne Geek and Fit pour une nouvelle interview. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, vous allez découvrir et sinon vous en apprendrez plus sur la personne qui est derrière Geek and Fit. Allez, c'est parti. Bienvenue à tous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est avec Gaïs de Geek and Fit, qui nous fait la gentillesse de répondre à toutes nos questions. Donc pour commencer, si tu peux te présenter en deux mots, qui tu es, ce que tu fais, un peu raconter ton parcours, comment t'as, outre le fitness, avant le fitness, comment tes études, ton boulot, tout ça quoi. Ok, d'accord. Alors, moi déjà, comme tu l'as dit, je m'appelle Gaïs. À l'heure actuelle où on tourne ce podcast, j'ai 25 ans. Je suis coach sportif, etc. Mais surtout, je suis connu, hein, on va pas non plus abuser, mais on va dire que le public peut-être qui va regarder cette vidéo me connaît plus sous le pseudo de ma chaîne YouTube qui s'appelle Geek and Fit. Sur les réseaux, j'ai commencé à avoir une petite chaîne qui est pas non plus un truc incroyable à 100 000 abonnés et plus, mais je commence à être suivi là-dessus et aussi sur Instagram. Au niveau de qui je suis vraiment, en termes de parcours, etc., on va partir d'un peu du lycée, parce que avant, ça n'a pas trop d'importance, mais le lycée, ça a été quelque chose, parce qu'en fait, moi, il faut savoir que je suis issu d'une famille, au départ, avec beaucoup d'artistique. Donc, ma mère, elle a été aux Beaux-Arts. Mon père, il était chanteur-guitariste. Maintenant, je le vois plus trop, mais voilà. Mon beau-père était photographe. J'ai toujours été un petit peu dans le milieu de l'art. Et j'ai appris notamment le dessin avec un dessinateur de BD. Super dessinateur de BD qui s'appelle Patrick Lemont. En termes de dessin, parce qu'après les scénarios, c'est pas lui qui les fait, mais en termes de dessin, c'est vraiment un excellent dessinateur. Je crois que j'ai pas encore vu, en tout cas, de visu, personnes qui sont au-dessus dans son style, donc vraiment top, quoi. Et j'ai appris ça quand je devais avoir 10 ans, je sais plus, bref, et je me suis toujours intéressé au dessin. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, après, derrière, j'ai commencé en fait à vouloir me mettre à faire du character design dans les jeux vidéo. J'adorais les jeux vidéo à l'époque. Je me disais, je veux faire character designer dans les jeux vidéo. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme bac qui me rapproche déjà le plus de mon objectif? Je me suis dit, il y a un bac qui a l'air un peu artistique, qui s'appelle Sciences et techniques des arts appliqués. Donc, j'y suis allé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout orienté dans ce que je voulais faire. Enfin, pas autant que ce que j'aurais voulu. C'était vraiment de la technique et tout. Bon, pas si mal, on va dire, entre guillemets, mais ça m'a un petit peu fait prendre du recul. Et en fait, je me suis rendu compte que déjà, le secteur du jeu vidéo, c'était bien bouché. Il y avait plein de gens qui voulaient faire ça. Puis, est-ce que ça allait vraiment me plaire toute ma vie de dessiner juste ça? Est-ce que je préférerais pas plus que ça reste un loisir? Bref, à la fin de mon lycée, je me suis orienté en fait sur une licence en anglais-japonais. Et là, il faut revenir encore un petit peu en arrière pour comprendre pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix-là, où je me suis dit je vais aller faire une licence en anglais-japonais. C'est qu'à mes 13 ans, j'ai commencé ce qu'on appelle le kendo, un art martial qui s'appelle le kendo en fait, et qui est, si on veut le résumer simplement, de l'escrime mais japonaise. Donc en gros, tu te tapes dessus avec tes potes en armure, avec des sabres en bambou, et c'est plutôt sympa, et surtout c'est pas très très connu, on va dire, en Occident, alors qu'au Japon, c'est l'art martial le plus pratiqué. Ok. Voilà. C'est un petit peu l'héritage des samouraïs, tu vois. Donc voilà, moi j'adorais, j'étais un kikujap, tu vois, genre j'adorais vraiment tout ce qui était japonais, machin, etc. Donc j'ai lu un manga, il y avait ça dedans, j'ai fait waouh, ça existe en France. Ah ouais, il y en a un à côté de chez moi, enfin pas vraiment à côté, mais bon, il y en a un dans ma ville, quoi. Je vais m'y mettre. J'arrive à 13 ans là-bas. Bon, j'étais pas très bon en sport, même si j'en ai fait beaucoup durant toute mon enfance, parce que ma mère a été une grande sportive, donc elle a essayé de m'y traîner, mais j'étais pas très très bon en sport. La première année, c'était un peu catastrophique, j'étais le pire qu'ils aient jamais vu. Et puis, non, mais vraiment. Et la deuxième année, en fait, ma meilleure pote a commencé le kendo, et elle était
hyper athlétique, mais vraiment genre elle était 3e de France en saut en hauteur, tu vois, donc donc elle était vraiment très 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 athlétique et sans être impliquée à fond dans le truc non plus, hein, juste voilà, elle était douée génétiquement, elle s'entraînait, mais elle n'était pas en mode oh c'est ma vie l'athlétisme quoi. Et en fait elle a arrêté l'athlétisme parce que ça la saoulait, elle a commencé le kendo et elle a commencé à me mettre des roustes, tu vois, au kendo et je pouvais pas le supporter, tu vois, en termes d'ego, ça me faisait chier que dans ma tête, tu vois, de gamin de 13 ans, 13-14 ans, qui se dit ah là là, je me fais battre en fait par elle, c'est une fille et en plus elle a commencé 1 an après moi, je ne supportais pas et en fait, je savais hein, que ça allait être le cas, donc je m'y suis mis dès la 2e année, j'allais à tous les cours, j'étais hyper assidu, mais j'avais toujours un peu cette image là de gamin qui comprend rien et qui est pas doué, tu vois, et donc pour te donner une anecdote, tu vois, t'avais ma prof de l'époque qui avait fait partie de l'équipe de France en féminine, qui était très très forte et tout, qui a dû arrêter à cause d'un problème, mais qui m'avait dit une fois, tu sais, parce que je n'avais pas encore compris un exercice, elle m'avait regardé, mais tu sais, de dépit, tu vois, elle m'avait regardé, elle m'a fait, mais Gaïs, t'es con? Mais vraiment, tu vois. Non, c'est dur ça. Alors que son métier à côté d'enseigner le kendo, c'était être enseignante en primaire. Donc, pour en arriver à faire qu'un enseignant en arrive là, tu vois, c'est compliqué. Et bref, donc voilà pour te dire. Et j'ai quand même persévéré. Donc ça, c'était ma 2e année. 3e année, j'ai commencé à faire des progrès tangibles. Mais si tu veux, quand tu as une image, quand tu traînes une image, les gens sont, se disent oh, mais il n'a pas progressé, il est toujours nul, tu vois, ou quoi que ce soit. Ouais. Et à partir de la fin de la 3e année, j'ai commencé à être pas mauvais. Et à la 4e année, je suis devenu champion de France de kendo. Donc, tu passes de pas trop mauvais à champion de France en une année, quoi. Voilà, c'est ça. Ça a été un peu, on parle souvent d'un déclic en kendo, et ça a été un peu mon déclic cette année-là. J'ai commencé à comprendre 2-3 trucs. J'ai commencé à gagner plein de compètes. Notamment la première année, la première compète que j'ai gagnée, c'était la première de l'année. Genre jamais rien gagné, même en termes de médailles ou quoi que ce soit avant, et là j'arrive, boum, je fais champion, tu vois, et j'en ai fait, après j'ai enchaîné beaucoup de victoires, de choses comme ça, j'avais pas été pris, je me souviens, en équipe de France à cause junior, à cause d'un problème, en gros, j'étais pile dans la mauvaise année par rapport, en gros, tous les 3 ans t'as les championnats du monde, et pour combler les vides entre les années où il y a les championnats du monde, tu as les championnats d'Europe. Et au championnat du monde, il n'y a pas d'équipe junior, en fait. Alors qu'au championnat d'Europe, il y en a. Et il s'avère que j'étais pas dans la bonne année, pas dans le bon créneau, on va dire, pour rentrer dans l'équipe officielle, équipe de France officielle. Et j'étais pas assez connu avant, tu veux, parce que j'ai eu mon déclic en 1 an. Et ce qui fait que ça m'avait un peu foutu la rage. Et du coup, quand j'étais arrivé en finale, j'étais arrivé face à un pote, voilà. Mais lui, il avait été pris et moi pas. Et je l'ai battu en finale en mode je prends ma revanche et tout. Voilà, c'est ça. Donc c'était vraiment une expérience marrante. Et du coup, bon, tout ça pour arriver au fait de dire que je suis arrivé champion de France quand j'étais au milieu du lycée. Et il faut savoir que le kendo, c'est japonais. Donc forcément, licence anglais-japonais, je me disais, je pourrais aller pratiquer au Japon, ça va me rapprocher de ça en fait. Donc je fais ma première année de licence en anglais-japonais. Je l'ai, en trichant comme un bâtard, mais je l'ai. Non mais vraiment, je vais l'avouer. Mais en fait, c'est pas que j'étais pas doué à l'école, tu vois, loin de là. Parce que tu vois, durant toutes mes années lycée, j'ai toujours été premier, mais dans toutes les matières. Tu vois, c'était pas genre... donc c'était pas un truc où j'aimais pas bosser. C'est juste que la fac, si tu veux, le rythme de la fac, il est complètement différent du lycée. Donc, tu arrives, tu vois, et si tu te prends pas aux mains et tout, direct, tu te fais éclater. Ouais. Et en plus, derrière, moi, je me rendais compte au fur et à mesure que le japonais, ça me passionnait pas des masses, tu vois. J'aimais bien le kendo, mais le japonais, pas ouf. Et en fait, je faisais ces études parce que tu avais aussi, en 3e année, la possibilité de partir pendant 1 an dans un pays étranger relié à ta langue. Et moi, je voulais partir au Japon. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de la fac pour partir au Japon ? Et, tu sais, j'ai cogité comme ça. Et en fait, j'ai interrompu mes années de fac, tu vois. Genre, après avoir eu ma première année ultra juste et en trichant, je me suis dit, je vais bosser, tu vois. Ça fait depuis mes 15 ans que je bosse l'été.
tu vois. Donc, bosser, ça m'a apporté beaucoup de choses d'ailleurs en termes d'humilité, etc. Mais surtout, j'avais des contacts un petit peu notamment grâce au kendo pour bosser. Donc, j'ai bossé en chambre froide pendant 4 mois, quelque chose comme ça, mais comme un acharné, tu sais, j'ai dû faire... au début, c'était tranquille, c'était 35 heures par semaine, tu vois, et à la fin, c'était 55, tu vois. Je bossais comme un bâtard, quoi. Et du coup, j'ai dû débloquer un truc comme 10 000 balles. Et je suis parti au Japon en faisant je suis parti 5 mois. Au départ, j'avais prévu de partir 1 an, mais en fait, je me suis dit, ça sert à rien, il vaut mieux que je fasse il fallait un visa, tu vois, particulier et tout. Et je me suis dit, il vaut mieux que je fasse 2 séjours, tu vois, déjà en holiday simple de 3 mois, tu vois. Et donc, j'ai fait à peu près 2 mois et demi à chaque fois, séparé de 15 jours où je suis revenu en France. Et j'ai eu l'occasion là-bas de... déjà, j'avais rencontré mon ex et tout, mais on s'en fout, ça, c'est pas très important. J'ai eu l'occasion là-bas de m'entraîner en fait avec les champions du monde, des gens très 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 forts, quoi. Champions du Japon. Voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que, en gros, j'ai eu des contacts en France qui m'ont permis d'aller dans les meilleures universités du Japon pour m'entraîner. Ah ouais. Ouais, vraiment. C'était. Je sais pas si tu connais Tsukuba. Si tu connais pas le Japon, tu connais pas, mais. Non. Tsukuba, elle a été fondée par le mec qui a créé le judo. Notamment, et c'est une des meilleures universités du Japon. Kokushikan aussi, où j'ai pu en fait aller parce que je connaissais un gars qui s'entraînait avec moi en équipe de France junior, dans les stages équipe de France junior, qui lui en fait est allé faire ses études au Japon et allé faire ses études dans cette université là en particulier. Donc j'ai pu aller m'entraîner avec lui là-bas et j'ai fait des stages de genre 10 jours, tu vois, mais 5 heures d'entraînement par jour en mode... le kendo, ça rigole pas. Les gens pensent que la musculation, c'est dur, etc. Je rigole un peu parce que le niveau d'intensité que tu peux avoir au kendo, ça éclate la musculation, mais tous les jours, quoi. Même si tu fais une séance leg ou quoi que ce soit, oui, le lendemain, tu auras des courbatures, mais tu n'auras pas les séquelles physiques que tu peux avoir après un stage. Tu es éclaté de partout. Bref, du coup, ce que je voulais dire, c'est que je vais rester là-dessus. Donc, ensuite, je suis revenu en France et je me suis dit, parce que pendant tous ces jours-là, j'ai réfléchi, je me suis dit, j'aime pas le Japon. Ah, carrément? Ouais, c'est pas un endroit où j'ai envie de vivre parce que en fait les Japonais, j'accrochais pas trop avec eux, tu vois. Le Japon c'est bien, mais les Japonais c'est pas ouf. T'es jamais vraiment intégré, t'as jamais vraiment des gens qui sont comment dire sincères avec toi. C'était une question en fait d'émotion qui est très bizarre au Japon. Et il y a des gens à qui ça plaît. Moi ça me plaisait pas ce côté. C'était très étonnant, mais j'adorais le kendo et je me suis dit pourquoi pas m'orienter dans l'aspect sportif du kendo. Donc j'ai commencé à lancer mon blog en me disant de toute façon c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc autant lancer mon blog et partager ce que je découvre au fur et à mesure, sachant que ça faisait quand même déjà au moins 5 ans que je m'entraînais en mode prépa physique, tu vois, pour le kendo, parce que ça m'avait toujours intéressé un peu cet aspect-là d'optimisation. Et après je reviens en France et je me dis je vais peut-être alors j'ai un petit peu bossé et tout avant histoire de renflouer les caisses parce que j'étais vraiment à sec quand je suis revenu, mais j'ai attaqué la musculation, vraiment la musculation pure, pas juste de la prépa physique, et derrière j'ai passé en fait un diplôme qui s'appelle ACE Personal Trainer parce que en fait je voulais à l'époque aller vivre avec mon ex à l'île Maurice, qui était du coup mauricienne, cet ex-là. Et du coup, je me suis dit, je vais faire ça, je vais y aller et je vais devenir personal trainer là-bas, parce qu'en vrai, les diplômes français, c'est pareil, si tu veux, qu'un diplôme d'ACE Personal Trainer, sauf que le diplôme français, il coûte 5 000 balles et il prend 1 an à finir. Le diplôme ACE Personal Trainer, il t'en coûte 10 fois moins, on va dire 400 €, et il te fournit, tu peux le faire chez toi, donc du coup, tu peux bosser en parallèle, ce qui était intéressant, et en plus, il te fournit plus de connaissances. Je reviendrai un petit peu par la suite dessus, mais pour avoir fait les deux, il te fournit plus de connaissances. Donc, derrière, enfin, je lance ma chaîne YouTube parce que je me dis, le blog, on va pas se mentir, j'ai un article qui est vu, le reste, c'est nul.
YouTube, ça a l'air de pouvoir m'apporter plus de vues, de gens qui vont regarder un peu ce que je veux partager. Je me dis ça peut être une bonne vitrine aussi pour moi d'avoir une chaîne YouTube, parce que si je veux me lancer dans du coaching derrière, bah, c'est cool. Et puis c'est aussi motivé par le fait, encore une fois, de vouloir partager en fait ce que je sais et me rendre compte qu'en fait il y a plein de trucs qui sont faux dans le monde de l'industrie du fitness. Et je me dis mais c'est ouf qu'on n'en parle pas en France, parce que j'ai la chance, comme j'ai fait pas mal de séjours dans des pays anglophones. Alors, je ne détaille pas toute ma vie, mais j'ai dû passer en tout au moins 6 ou 7 mois dans des pays anglophones. Ça fait 10-11 ans que je fais de l'anglais. J'ai fait du coup ma première année d'anglais-japonais, de traduction. J'étais pas mauvais en anglais. Et du coup, ben, tu vois, l'anglais, je maîtrise. Et sans être un traducteur, hein, mais je maîtrise. Et du coup, je suis allé me renseigner beaucoup dans les communautés anglophones et j'ai trouvé le gap énorme en fait entre la France et Énorme. Énorme, on est d'accord. Et du coup... Surtout il y a 5, 6, 7 ans, 10 ans. Ah ouais. L'aspect science, l'aspect nutrition. En France, on ne savait pas ce que c'était un macronutriment. Il y a 10 ans, sur les chaînes YouTube, chez les blogs de fitness, tu parlais macronutriments, même tu parlais... Quand j'ai commencé, il y a 5 ans, tu vois, à vraiment m'intéresser à ça, les macronutriments et tout, c'était en mode... Alors, même si maintenant la croyance est encore vachement répandue, c'était en mode, c'est le sucre qui fait grossir, quoi, tu vois. C'est rien d'autre, tu vois. C'est juste parce que les hormones... Et moi, j'y ai cru à un moment, tu vois. Et en fait, après... je me suis rendu compte en faisant les tests moi-même que ça marchait pas du tout. Genre, je mangeais que des trucs en mode keto, machin. Je me souviens à un moment, mais je prenais du poids, tu vois. Genre, j'étais pas du tout en mode... je supprimais les sucres, j'étais juste pas bien pour l'entraînement. Et donc, bref, là-dessus, du coup, je me dis... l'année dernière, je me dis, bon, juste après avoir complété mon diplôme d'Ace Personal Trainer, je romps avec ma copine de l'époque. Et c'était un truc, c'était pas ma copine, c'était ma fiancée d'ailleurs. Enfin, c'était un truc. Ouais, tu vois, le truc. En gros, je vais t'expliquer rapidement, hein, mais je l'ai déjà dit aux gens de mon Discord, mais c'est vrai que c'est peut-être pas un truc qui est connu. J'arrive le jour, genre, on devait aller passer un mois avec ma famille et sa famille, Noël, tu vois, et tout. Le jour où j'arrive. Un mois avec les deux familles. Ouais. Déjà, c'est très dangereux, ça. Non, mais je veux dire, chacun était dans sa maison séparée, mais on était à l'île Maurice, tu vois. Et du coup, j'arrive le soir même, et genre, je vois, il y a un truc qui va pas. Je dis, mais dis-moi ce qui va pas et tout. Et en fait, en grosso modo, elle a cassé avec moi le jour où je suis arrivé pour les 1 mois, tu vois. Donc, cool. Putain. Génial, tu vois. Et du coup, derrière, j'arrive, je reviens en France. J'ai passé, on va dire, 6 mois un petit peu en mode ah ouais, mais en fait, je peux pas faire de demande d'équivalence pour Ace Personal Trainer. Comment je fais? Bon, je vais essayer de donner un peu des cours à droite, à gauche, tu vois, mais pas de fitness ou quoi. Hein. Je donnais des cours d'art plastique pour des gamins et tout. Et après, j'ai dit, bon, il va falloir attaquer sur un BPJEPS. Et du coup, j'ai rattaqué sur un BPJEPS. Et je l'ai fait pendant... parce qu'en plus, la formation que j'avais choisie, elle faisait 1 an et demi. Je l'ai choisie parce que... plein de trucs, les gens, le contexte, mais je ne l'avais pas choisi pour la durée en particulier. 1 an et demi. Et du coup, 1 an et demi après... ça n'a pas été si mal parce qu'en fait j'ai pu manager ma chaîne YouTube à côté ça me faisait moins de contenu densifié, tu vois, mais 1 an et demi après j'ai eu mon BPJEPS et là du coup je suis lancé dans le vrai monde du coaching. Enfin, je bosse en salle aussi, pas beaucoup, je bosse 10 heures par semaine, quelque chose comme ça, mais je bosse en salle depuis 2 ans aussi du coup et c'est bien parce que ça fait de l'expérience de terrain. Et voilà. Ah si, non, j'ai oublié toute une partie aussi au niveau du kendo, parce que du coup, je suis désolé, hein, ça dure un peu longtemps, mais au moins comme ça... Non, pas de souci. T'as répondu à une dizaine de questions que j'avais prévues, donc c'est bien. Quoi. Ok, désolé. Non, juste au niveau du kendo, j'arrive en fait à 18 ans, si tu veux, je pars... 19 ans. Oui, non, 19 ans parce que je pars au Japon, j'ai 20 ans, tu vois. 19 ans, je dis, je faisais les stages équipe de France, en fait. Si tu veux, en tant que junior, j'ai pas été sélectionné dans l'équipe officielle pour les championnats d'Europe, mais tu avais une compétition qui remplaçait les championnats d'Europe. Et du coup, j'avais été dans la sélection d'équipe de France pour cette compétition qui remplaçait les championnats d'Europe, et on l'avait gagné. Et j'étais capitaine de l'équipe.
Donc, c'était vraiment cool, tu vois. Et les gens commençaient un peu à me connaître dans le monde du kendo. Et j'arrive du coup au stage de sélection de l'équipe de France senior et je rentre en fait dans le groupe France, qu'on appelle le groupe France, donc ce qui représente à peu près une trentaine de personnes, des personnes qui sont censées être les plus fortes en compétition en France et qui s'entraînent pour pouvoir sélectionner l'équipe de France constituée de entre 5 et 7 individus pour les hommes, 5 et 7 pour les femmes. Voilà, et en gros, derrière, ce sont eux qui vont faire les championnats d'Europe et du monde. Okay. Et du coup, j'arrive et je fais 1 an et demi d'entraînement avec eux et puis je pars au Japon en leur disant, voilà, je vais m'entraîner pour le Japon. Je reviens. Je me dis, je fais le stage équipe de France comme tout le monde, tu vois. Et je ne serai pas à fond le premier stage parce qu'en fait, je suis revenu, tu vois, en été. On n'a pas d'entraînement en été. Je ne pouvais pas m'entraîner, aller m'entraîner à Saint-Étienne. J'étais à sec parce qu'il faut savoir que je vis à Lyon et qu'il y a un club à Saint-Étienne. J'aurais pu y aller, mais j'étais vraiment à sec financièrement. J'avais 0. Donc, je me suis concentré sur commencer la muscu, etc. Ouais. Je n'avais pas un cardio de ouf. J'étais pas entraîné et je me disais, premier stage de la saison, tant pis, tu vois. Et en fait, 30 minutes avant le stage, les gens arrivent et me disent, en fait, ce sera un stage de resélection pour toi parce que comme t'es parti. Et j'étais en mode, ok, c'est cool, mais merci de pas me l'avoir annoncé avant, tu vois. Ouais. Et du coup, le stage se passe de façon catastrophique, mais genre, j'étais pas bien. En plus, il y avait, pas bien, tu vois, physiquement, j'étais pas en condition, je pense. Il y avait 12 millions de personnes, tu vois. Donc, on était, tu vois, normalement, les stages, ils sont à 30 personnes, mais là, c'était un stage de sélection. Donc, en vrai, il y avait le groupe habituel, plus les sélectionnables, plus les gens qui veulent venir, et tout le monde peut venir. Donc, il devait y avoir, 50 personnes, 60 même, pour une salle qui n'est pas faite pour en contenir autant. Donc, on se bousculait, on se rentrait dans tous les sens. C'était pas du tout l'optimal pour tout. Et à la fin, le mec arrive et me dit, ouais, tu seras pas resélectionné, mais en plus, de façon, genre, méchante, tu vois, le mec il me dit, je sais pas si t'es complètement con ou si tu le fais exprès, tu vois, des trucs, mais la violence, tu vois, et j'arrive et tu sais, sur le coup je réagis pas, je me dis, tu sais, c'est un peu le phénomène de sidération, genre, mais d'où il me parle comme ça, tu vois, et le soir je renvoie un mail en lui disant, j'étais un petit peu, comment dire, à l'époque un petit peu j'aimais pas trop quand on me parlait mal, tu vois, et je lui ai envoyé un mail en lui disant, parce que je me renseignais quand même pas mal sur le sport, je lui ai dit, écoute, ton stage très bien, tu vois, ce que tu m'as dit et tout, je remets pas du tout en cause le fait que tu juges de mon habileté technique ou quoi que ce soit. En revanche, je disais, mais le stage il était ultra mal organisé parce qu'on était beaucoup trop nombreux pour les exercices que tu nous as fait faire, tu les as pas adaptés, il y a ça et ça qui allait pas d'un point de vue, tu vois, genre j'ai tout fait, tout le truc de préparation physique que j'avais bossé, et du coup il l'a super mal pris, il a envoyé à tout le staff, je me suis fait mal voir par tous les coachs machin et tout, mais faut bien savoir un truc après derrière, c'est que ces coachs là, tu vois, ils ont plombé l'équipe de France, c'est-à-dire que bizarrement, normalement la France c'est elle qui gagne tous les championnats d'Europe, quand ils étaient là on en a gagné moins, ils ont fait partir le capitaine de l'équipe de France parce qu'ils l'ont explosé, ils ont fait baisser la confiance de tout le monde, tu vois, et dès qu'il y a eu quelqu'un qui a repris derrière eux, ça s'est remis à aller mieux, un mec super en l'occurrence qui les a repris derrière. J'ai pas envie de citer des noms, tu vois, mais bon, moi j'ai été, on va dire, le premier d'une espèce de liste où il y a eu plein de départs, bref, c'était pas top, tu vois. Et j'étais un peu un dommage collatéral, mais bon, je m'en fiche. Maintenant, du coup, je suis professeur de kendo, 4e dan à mon dojo pour les jeunes. J'ai professeur de kendo. J'ai les 2 tiers de mon diplôme. Le 3e tiers, c'était un examen auquel je suis arrivé et j'avais pas du tout compris en fait ce qu'il fallait pour l'examen. Donc j'ai répondu mais complètement à côté de la plaque. Donc les 2 premiers, j'ai genre eu des super notes et tout. J'avais révisé comme un malade. Et le 3e, c'était la partie administrative. Et en fait, pour moi, il fallait juste apporter un dossier. Et ils m'ont dit, ouais, c'est bien ton dossier, mais du coup, est-ce que tu sais ça et ça sur la législation? Et j'ai fait, hein? Ah ouais. Ok. Oui, je crois, tu vois. Bon, bref. Ouais. Et du coup, je suis prof assistant, mais j'aimerais bien passer la 3e épreuve histoire que ce soit réglé. Et du coup, j'ai des élèves qui commencent à être pas trop mauvais, notamment un qui a réussi à faire champion de France, donc c'est cool. Bref, voilà. Ah, c'est cool. Ouais. Et du coup, toutes les médailles, la fameuse question, toutes les médailles derrière toi, toutes les coupes, c'est du kendo? Ça vient du kendo? C'est ça vient du kendo. Je peux les montrer là si tu veux. Attends, vas-y, fais. Là, tu vois, tu les vois là. Ouais. Tu vois, là, je dois y en avoir à peu près les 2 tiers, tu vois, parce que les autres, elles sont de mes coupes.
parce qu'elles sont parce que je les trouve moches les autres et puis non mais tu sais quand t'as un peu toujours les mêmes coupes et tout et que il y a marqué un peu les mêmes trucs et tout dessus et qu'elles sont si c'est pas les plus belles tu les mets pas mais ouais ça doit être à peu près les 2 tiers, c'est pas franchement c'est bien, je suis très content et tout, je pense que au niveau du palmarès j'ai le meilleur de mon dojo et tout, mais c'est rien comparé à certains en France, tu vois. Il y en a certains, je sais pas, je pourrais citer un mec, je le connais, il a que des médailles d'or. Moi, déjà, je suis loin d'avoir que des médailles d'or, tu vois. Je fais podium régulièrement, mais je suis loin d'avoir que des médailles d'or. Il faut savoir rester à sa place. Et il a dû faire 5 fois champion d'Europe, 10 fois champion de France, enfin, des trucs, tu vois, de malade. Moi, je suis un bon compétiteur en kendo, je vais pas le nier, surtout qu'en France, à l'échelle européenne, on n'est pas mauvais, donc je pense qu'à l'échelle européenne et peut-être mondiale en dehors du kendo, coréen et japonais, je me débrouille pas mal, tu vois. Kendo, coréen, japonais, c'est autre chose, hein. C'est un autre level, tu vois. Mais je suis pas non plus, en termes, en tout cas, de palmarès, je suis pas le top du top mondial, tu vois. Voilà. Ouais. Ok, mais tu fais encore la compète du coup? Ouais, là j'ai fini par exemple, la dernière compète que j'ai faite c'était les interrégions, tu sais les qualifications pour les championnats de France. Il faut savoir que dans notre région on a beaucoup de membres de l'équipe de France. Rhône-Alpes en fait c'est je pense la 2 ou la 3e région en termes de nombre de membres de l'équipe de France. En fait il y a un dojo qui a fait 10 fois champion de France, qui est Saint-Étienne, c'est le meilleur dojo de France. Enfin, il se tire la bourre avec le Budo 11 à Paris. Et en gros, t'as tous un mec qui a fait je sais pas combien de fois champion d'Europe. Enfin, t'as tous les anciens en fait de ce dojo-là, plus 2-3 autres personnes qui ont fait partie de l'équipe de France. Et les places sont chères dans notre région. Et du coup, j'ai fait 2e. En faisant finale face à un mec dans l'équipe de France actuelle et ça s'est pas joué à grand chose, hein. Il m'a battu 2-1 tu vois, et le combat a été long, prolongation et tout, donc je suis pas trop mauvais tu vois, mais c'est juste pas encore en termes de palmarès, voilà, il faut savoir rester à sa place. Parfait, alors merci beaucoup pour cette très longue introduction. Mais là on en sait beaucoup plus pour toi. Et du coup, alors on va passer à ça. Juste un petit détail, on a vu que tes vidéos sont très axées scientifiques par rapport à d'autres coachs. C'est venu d'où ce côté scientifique? Parce que moi, tu vois, je me suis dit que tu avais certainement fait des études là-dedans et tout à la base, et apparemment, c'est pas le cas. Non. Du coup, pourquoi cet aspect science? Quand tu as commencé à t'orienter autant là-dedans? En fait, comment c'est venu, quoi? c'est une bonne question. C'est tout en autodidacte, c'est dans le sens où depuis que je suis petit, je me pose beaucoup de questions, tu vois. Et un truc que j'adore faire, que je fais depuis que j'ai commencé à aller sur Internet et sur les forums, c'est débattre avec les gens. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sont les arguments. Tu vois, quand tu as quelqu'un qui m'apporte un bon argument, je trouve ça pertinent. Tu vois, je l'intègre à mon mon schéma de pensée, etc. Et quand il y a un mauvais argument, je le montre, quoi, que c'est pas un bon argument. Et quand tu es dans cette démarche-là, en fait, au fur et à mesure, je trouve, après c'est juste mon avis, cette espèce de démarche de curiosité, de voir en fait ce qui est vrai, ou en tout cas ce qui est le plus vraisemblable, tu finis par t'axer sur la science, parce que en définitive, la science, c'est vraiment le top de ce que tu peux trouver en termes de contrôle ah oui, on a isolé, c'est ça vraiment qui fait que ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu as une étude scientifique derrière toi, alors ça dépend des études et ça dépend pourquoi tu les utilises, on pourra revenir là-dessus si tu veux, mais quand tu as une étude, et qu'il y a quelque chose qui est appuyé par une étude, tu as beaucoup plus de poids que quand tu dis juste « Ah, je pense que ça fonctionne comme ça », tu vois. Ouais. Et en fait, pour aller débunker un peu tout ce qui se trouvait, enfin débunker pour moi-même d'abord, hein, puis après pour le partager, mais pour moi-même d'abord, tout ce qui peut être dit comme mythe énorme dans l'industrie du fitness, il me fallait des trucs fiables, tu vois. Il me fallait ces arguments-là et je les ai trouvés dans les études scientifiques. Mais c'est que un côté autodidacte. Et j'adore apprendre, donc en plus de ça, c'est... Quand tu adores apprendre aussi, la science à un moment donné, elle arrive dans ta vie, quoi, parce que
t'as envie d'apprendre de bonnes sources, t'as pas envie d'apprendre de trucs tout pourris qui vont en fait te servir à rien parce que tout ce que t'auras appris, bah, ce sera obsolète. Donc t'as envie, je pense, après c'est peut-être juste moi, mais t'as envie de prendre des meilleures sources, tu vois, bêtement. Ouais. Ouais, t'as raison. Maintenant, par rapport à ta vision du fitness, justement, tu clashes pas mal l'industrie sur pas mal de trucs. Si tu devrais retenir un truc que t'aimes pas du tout, justement, dans cette industrie, et au contraire, un truc qui te plaît particulièrement dans l'industrie du fitness, ça serait quoi? Alors, un truc que j'aime pas du tout, d'abord, c'est la propension. Enfin, je peux dire, genre, une espèce de feeling général et peut-être un ou deux trucs parce que c'est un peu plus vaste que ça. Bref, Ouais. je Vas-y, suis développe. désolé, t'as vu que je suis un peu long dans mes réponses, mais dans l'idée, moi, ce que j'aime pas du tout dans l'industrie du fitness, c'est le côté mercantile. Tu vois, tout le côté en fait où on veut absolument te vendre quelque chose. Et en gros, bah, comme on veut te vendre quelque chose, on veut inventer le nouveau truc qui fonctionne mieux. On veut en fait te détourner la vérité parce que bah, la vérité elle n'est pas assez vendeuse, tu vois. Quand on te Ouais. dit voilà, t'as pas besoin de prendre des millions de compléments alimentaires si tu t'alimentes bien, bah, c'est pas top. Ça c'est vraiment ce que j'aime pas. Et du coup, ce qui découle de ça et ce qui est en fait appuyé par ça et qui marche, on va dire en, en tandem, je sais pas, en synergie, voilà, avec ça, c'est la propension des gens à juger au physique. C'est-à-dire que en gros, si t'as pas le plus gros physique, c'est que t'as pas les meilleures méthodes. Or c'est pas vrai, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est une erreur d'attribution en fait. Et du coup, ben comme les gens attribuent le physique de quelqu'un à son entraînement, ses méthodes et ses compléments, eh ben il peut s'en servir pour générer Vendre. de la merde. Enfin oui, générer des idées en tout cas qui vont faire vendre, mais qui sont de fausses idées. Et après, du coup, on pourra se servir de lui comme d'un argument d'autorité. Oui, mais lui, t'as vu, il est super baraque, donc du coup, bah, ça doit marcher. Et en fait, c'est une espèce de cycle comme ça qui s'auto-alimente et qui m'emmerde profondément. Voilà. Et du coup, s'il y a... On a encore pire maintenant avec les réseaux sociaux. Avant c'était le physique, maintenant on a même oui, cette personne qui a 2 millions de followers a dit ça, du coup elle a sûrement raison. Ouais, bah ça c'est en fait j'en parlais justement dans une publication hier. En fait c'est le biais de la preuve sociale. C'est-à-dire que ça a toujours existé, mais c'est vraiment très pervers comme effet parce que ça met un petit peu en place, enfin c'est comme le biais de confirmation si tu veux. C'est-à-dire que si une personne est suivie, c'est peut-être pas parce qu'elle dit des choses vraies, c'est peut-être parce que les choses qu'elle dit sont compréhensibles et qu'elles plaisent. D'accord ? Voilà, ouais. Mais comme tu as plein de gens qui suivent, eh ben, tu as envie de lui accorder du crédit. Et donc, du coup, c'est aussi une espèce de cycle qui se met en place comme ça. Et tu te retrouves à te dire, ouais, mais ils peuvent pas être 100 millions à avoir tort. Bah si, ils peuvent être 100 millions à avoir tort. Ouais. Et c'est pas... Enfin, tu peux être tout seul à avoir raison face à des millions de personnes, ça voudra pas dire que tu as tort, ça voudra juste dire que ta vie sera très compliquée. Mais voilà, mais s'il y a une chose que j'aime bien, en revanche, dans l'industrie du fitness, qu'on peut pas lui retirer, c'est que ça fait bouger des gens. Et vu à quel point ça devient important dans notre société de bouger et à quel point ça a été négligé pendant les 200 dernières années, à quel point c'est vital en fait de bouger quand on est un être humain parce qu'on est une espèce de machine organique, pas uniquement une machine mais c'est une façon de simplifier, qui est faite pour vivre en fait et qui ne s'entretient que par l'action, enfin l'action et il y a d'autres choses mais qui s'entretient principalement par l'action, le fait de revenir à ça, de revenir au fitness, ça me semble être quelque chose de cool, quoi. D'avoir en fait ce côté où... C'est pour ça que même si Thibaut InShape, selon moi, il dit beaucoup de conneries, je ne peux pas lui retirer que... Et je suis très content qu'il existe parce que il fait bouger toute une nouvelle génération et on va peut-être avoir des gens en bien meilleure santé plus tard et je trouve ça génial. Ouais, parfait. C'est vrai. On parle un tout petit peu aspect business maintenant. Mm-hmm. Alors, bon, déjà, tu te considères comment, toi? Est-ce que tu te considères coach qui fait du YouTube? Tu te considères YouTuber qui coach? C'est un mélange des deux?
Ah, c'est étonnant comme question. C'est vrai que je me la suis jamais vraiment posée. Moi, je me considère... En fait, je me suis pas vraiment mis... Enfin, c'est très cliché de dire ça, mais je me suis pas vraiment mis d'étiquette. Je suis plutôt quelqu'un qui... Enfin, je vois ça comme une espèce d'ensemble. J'essaye de propager le plus de connaissances possibles véritables et j'essaye d'en vivre. Donc, Ok. c'est le métier de youtubeur. Enfin, déjà, c'est pas un métier pour moi, youtubeur. Donc, c'est vrai que je suis plutôt coach que youtubeur parce que youtubeur, j'ai, par exemple, on va dire un truc tout bête, mais moi, je ne mets jamais de pub au milieu de mes vidéos. J'en mets au début parce qu'il faut bien que la vidéo soit monétisée pour qu'elle soit vue. C'est-à-dire que si la vidéo n'est pas monétisée, YouTube la met pas en avant. Ils gagnent pas d'argent Ouais. et ils hébergent ta vidéo gratos. Franchement, Ouais, c'est vrai. voilà. Donc je le fais parce que il faut le faire et que je trouve ça normal aussi de payer cette chose-là à YouTube. En revanche, j'ai pas envie de nuire au confort de visionnage des gens qui viennent sur ma chaîne. Donc il y a une pub au début de ma vidéo, il n'y a pas de mid-roll. À moins que, je crois qu'ils mettent les mid-roll automatiques maintenant, mais j'en suis pas sûr. Bref, je ne suis pas très renseigné là-dessus. Mais en tout cas, moi, je n'en mets jamais manuellement des mid-roll. Ça me semble normal. Donc, de ce point de vue-là, j'essaye pas de profiter du fait de gagner absolument de l'argent grâce à YouTube. Donc, ça ne doit pas être mon métier. En revanche, mon métier de coach sportif est bien facilité par le fait que je sois YouTubeur. Et c'est une belle vitrine. Et je trouve que c'est un vrai avantage. Voilà. Ok. Donc tu le vois pas, imaginons un jour tu fais des millions de vues, Hein tu as des partenariats, tout ce que tu veux, et tu peux parler librement de tout ce que tu veux au niveau sportif. Sur YouTube, tu aurais assez d'argent pour arrêter ton activité de coach, tu ne te vois pas passer à 100% sur YouTube comme font certains. Ah non, alors pas à 100%, ça c'est sûr. Peut-être que je réduirais en revanche la charge de coaching sportif pour me concentrer en fait sur... En gros, si je gagne beaucoup d'argent par un moyen ou par un autre, j'ai pas envie de continuer à en gagner plus, si tu veux. J'ai peut-être cette vision un petit peu utopiste et qui va peut-être pas dans vraiment le côté mercantile du fitness, que j'ai pas besoin d'une somme astronomique d'argent pour vivre. Je pense que si j'arrive à plafonner un jour dans un seuil hypothétique, vraiment j'en suis loin, 5 000 euros par mois, on va dire quelque chose comme ça, ce sera très bien pour moi. Peut-être que je voudrais gagner une fois de temps en temps un peu plus d'argent pour payer un voyage avec ma copine, ou payer un voyage à ma mère, ou tu vois, me payer une nouvelle voiture, tu vois, mais je voudrais pas aller... Enfin, avec 5 000 euros, t'as largement de quoi vivre très très bien. Et donc, à partir du moment où je gagne cet argent-là, si tu veux, eh bien, j'aimerais bien faire moins payer les gens, si tu veux. Les gens que je prendrais en coaching, je les sélectionnerais peut-être plus. Et je leur dirais en revanche, ben voilà, tu me payes peut-être parce qu'il me faut me payer, parce que je considère que tout travail mérite salaire, tu vois. Mais j'ai pas envie de te faire payer 1000 balles par mois, tu vois. J'ai envie de te faire payer allez, 100 euros par mois parce qu'il faut que voilà, il y ait quelque chose comme ça. En revanche, je m'occupe vraiment bien de ta préparation et tout, parce que moi, mon objectif à terme, c'est peut-être plus de rentrer dans la prépa physique. Mais je considère pas la musculation comme quelque chose de... Enfin, la musculation bodybuilding comme pas un sport. Donc, ça pourrait très bien être de la préparation physique pour le bodybuilding. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui vont avoir tendance à dire oui, mais le bodybuilding, c'est pas un sport, c'est pas de la performance. Oui et non, parce que quand même, développer le maximum de masse musculaire, c'est quelque chose qui est difficile et qui requiert des qualités sportives, des qualités physiques en tout cas. Ouais. Voilà. Donc oui, moi, je ferai toujours du coaching parce que ça me plaît. En revanche, si un jour je deviens capable de m'émanciper, on va dire, de cet aspect financier, j'en ferai plus sélectionné. Voilà. Ok. En tout cas, mais t'as pas pas un objectif à long terme financier pour ta chaîne, on va dire. Pour toi, c'est vraiment secondaire. Oui, c'est ce qui me permet en fait de garder ma déontologie, je pense. Parce que le fait de ne pas vouloir absolument tirer profit de ma chaîne à tout prix, on va dire, ça fait que je peux dire ce que je veux. J'ai pas besoin d'être consensuel. J'ai pas besoin d'arriver et de... Si je veux être consensuel, c'est parce que j'ai envie que mon message passe mieux. Mais c'est pas parce que je veux me retenir de dire des choses pour avoir du profit derrière.
si j'ai envie de l'être. Hein. Et si j'ai pas envie d'être consensuel, je le suis pas et je m'en fous. Ouais. Voilà. Okay. Alors, on va parler plus de ta chaîne maintenant, plus en détail. Alors, déjà, la question auquel je pense que tu as répondu beaucoup de fois, mais je vais te la reposer pour ceux qui ne te connaissent pas. Pourquoi Geek and Fit? Parce que, n'empêche, parce qu'avec ce qu'on a parlé aujourd'hui, geek, ça pourrait être la science, ça pourrait être le côté Japon. J'ai vu que tu étais beaucoup aussi série, sci-fi, un peu geek, machin. Du coup, c'est quoi le geek de Geek and Fit? Et ben en fait, l'idée de Geek and Fit, c'est au départ parce que le blog que j'avais fait essayait d'apporter du sport aux gens qui sont geeks. Et moi, je me suis toujours revendiqué geek, entre guillemets, ou en tout cas fervent adepte de pop culture, parce que justement, j'adorais les jeux vidéo, j'adorais les mangas, j'aime toujours. Hein. La BD, par exemple, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Je dois avoir, qui me reste de mes années où j'en achetais beaucoup, je dois en avoir au moins 500, tu vois, donc vraiment, la pop culture, j'aime, et du coup, ça me vient de ça au départ. Et derrière, j'ai trouvé ça intéressant en fait de conserver ça pour ma chaîne YouTube, parce que il y a ce côté aussi de geek passionné de la science, passionné pas forcément de la science, passionné de tout ce qui est fitness, musculation, préparation physique, et je trouve que ça va bien avec l'esprit de la chaîne, donc c'est pas si mal, tu vois, et j'en changerai pas. Ok. Parfait. Et du coup, comment tu décrirais ta chaîne maintenant? Si tu devais décrire, entre guillemets, tu fais une chaîne YouTube, c'est quoi exactement ta chaîne? Ouais, c'est vrai. C'est du scientifique fitness, il y a un peu de clash maintenant, c'est démonter les idées préconçues, c'est quoi l'axe principal de ta chaîne? Comment tu pourrais décrire ça? Alors, je sais que par exemple, que Marvel Fitness me a dit 2-3 fois, je suis pas du tout ennemi avec Marvel Fitness, hein, on se parle en privé, etc. Il n'y a pas de souci avec ça, donc il sait que si je donne mon avis par rapport à ça, c'est pas péjoratif ou quoi que ce soit du style. C'est Marvel Fitness dit que je fais du clash, mais que je l'assume pas, tu vois, et que je dis que grosso modo, quand je démonte des gens, on va dire, je le fais toujours en essayant de camoufler ça. Et moi, je suis pas d'accord avec cette vision-là, dans le sens où j'ai certaines vidéos, mais je dois en avoir 2, 3 sur ma chaîne YouTube, tu vois, où, oui, j'avoue, à 100%, j'ai clashé la personne. Mais parce que je considère que soit c'était une réponse, soit je considère que la personne, elle est mauvaise dans son... C'est pas c'est plus ses propos, c'est vraiment la façon... Enfin, ce sont ses propos, évidemment, je ne connais pas les gens sur YouTube, tu vois, je peux pas dire « Ah, t'es quelqu'un de méchant » ou quoi que ce soit, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qu'elle dit, tout le raisonnement qu'elle tient, toute la façon qu'elle a en tout cas de présenter son raisonnement, c'est pas bon. Vraiment, c'est dangereux. Et donc, à partir de ce moment-là, je n'hésite pas à clasher la personne. Mais ça m'est pas arrivé beaucoup de fois. Ce qu'on me reproche comme étant du clash, entre guillemets, ce sont mes titres méchamment putaclic que j'assume à 100%. Parce que, en fait, je trouve que c'est un peu une hypocrisie de se dire de ne pas faire du putaclic sur YouTube, dans le sens où si tu penses que ton message, il est important, il faut te donner les moyens qu'il soit entendu. Donc, pour moi, je n'aurais aucun problème, dès le moment où je pense que mes messages sont importants, et c'est pour ça que je travaille beaucoup le contenu de mes vidéos, à utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour que ce soit vu. Ceci étant dit, oui, donc du coup, ma chaîne YouTube, pour répondre de façon plus globale, parce que c'était ça ce sur quoi je voulais insister au départ, je pense que c'est une chaîne qui s'axe autour, non pas de la science, parce que pour moi, ce qui est important, c'est ce qui est démontré. Et c'est pas uniquement ce qui est scientifique. Beaucoup de gens qui me disent « Ah, machin », en fait, c'est donner le maximum de clés possibles aux gens de la façon la plus honnête possible, on va dire, voilà. Être le plus honnête possible dans les connaissances que je donne pour donner le maximum de clés possibles aux gens. Je ne sais pas si c'est une phrase à rallonge qui est très compréhensible, mais c'est vraiment ce que je recherche sur ma chaîne. C'est l'honnêteté
la bienveillance envers les gens et l'applicabilité. Voilà. Je pense que voilà, c'est ce que j'essaye en tout cas de faire. Et je dirais aussi que si jamais, pour revenir sur cette question de clash où je parle des fois où je mets des titres, dans les 99% des vidéos où je tacle, on va dire, certaines choses, je ne tacle pas les personnes. Je tacle les propos. Voilà. Je tacle vraiment les propos parce que je suis totalement ouvert au fait qu'on le fasse aussi avec moi, dans le sens où qu'on me dise bah voilà, ce que tu as dit là, c'est pas bien, enfin c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Je le reconnaîtrais parfaitement si ça l'est. Attention, hein, c'est pas en mode t'as le droit de dire ce que tu veux, parce que si tu dis quelque chose de faux pour corriger un truc que j'ai dit vrai, ça va m'énerver. Dans le sens où mon but en fait, c'est de m'améliorer et d'améliorer la vie des gens qui sont la vie, peut-être pas abuser non plus, mais les connaissances des gens. Et donc si tu me dis un truc faux, ben non. Je vais pas être voilà. Et donc du coup oui, les propos, j'ai aucun problème à les attaquer. Les gens, je m'en garde bien, sauf dans certains cas vraiment très particuliers. Ok. Si j'ose dire moi aussi, sans faire le suceur, pas qu'on me considère comme ça. Ce que j'aime beaucoup avec ta chaîne, c'est que déjà dans ta vidéo d'intro, tu dis je peux me tromper. Faites vos propres recherches. Je veux pas être suivi comme un prophète. Oui, je suis un guide, mais pas qu'un prophète. Et tu vois, tu mets en avant ça, que tu as des failles aussi, que chacun est différent. Et en fait, c'est quelque chose qui manque beaucoup, cette humilité au monde du fitness francophone, où les gens ne font pas assez ça, présentent leurs paroles comme de l'or. Et après, tu vois les gens qui les suivent venir commenter sur d'autres chaînes. Non, mais lui a dit ça. Du coup, ce que tu dis est faux. Et moi, je dis toujours, en fait, à tous les gens à qui je conseille et tout, je dis... Tu peux m'écouter parce que moi je suis assez sûr de ce que je dis, mais il faut jamais prendre une seule source d'information et il faut toujours faire tes propres comparaisons et voir ce qui marche pour toi, parce que si tu prends une source et tu la prends comme la vérité absolue, c'est le pire moyen pour te tromper, pour créer des conflits inutiles et pour ne jamais progresser au final. En fait, moi, si tu veux, je nuancerai un peu ce que tu as dit, c'est très très bien, je suis d'accord avec toi, mais je nuancerai un petit peu, je pense que toutes les sources ne se valent pas, si tu veux. Et je pense que du coup, si quelqu'un a une très très bonne source, tu vois, sur quelque chose, mais à partir du moment où elle est très très bonne, donc il faut être capable de vérifier qu'elle est bonne, hein, ben ça vaudra mieux que plein de sources différentes. C'est pour ça qu'il faut bien faire gaffe à dire, oui, prendre plein de sources, c'est très bien, mais il faut dégager celles qui ont le plus de valeur. Une fois que tu as dégagé celles qui ont le plus de valeur, là, tu te fais ton avis, tu vois. Et si tu as deux sources qui ont beaucoup de valeur, qui sont complètement opposées entre elles, bah déjà, en règle générale, ça n'arrive pas. mais si c'est le cas, c'est à partir de ce moment-là où il faut que vraiment tu regardes vraiment, tu analyses bien les choses et tu dises « Ah ouais, mais en fait, et la plupart du temps, ce qui est fou, c'est que même des choses qui ont l'air très opposées, en règle générale, ça s'imbrique parce que tu as certains trucs qui finalement sont les causes communes, on va dire. Alors après, on rentre dans le technique là, mais c'est pas vraiment l'objectif. Mais je pense que c'est important de faire ça. Et je dirais que merci d'avoir compris le message de ma chaîne. Ça c'est vraiment c'est vraiment hyper important pour moi, et c'est cool de voir qu'il y a des gens comme toi qui peuvent justement avoir ce même message là, parce que moi ce qui me rend fou en fait, c'est de voir que c'est inversement proportionnel. Plus les gens sont éduqués à propos de quelque chose, plus, en règle générale, ils ont tendance à dire « Voilà, ça, c'est ce que je pense, mais il faut prendre ça avec des pincettes. » Mais cette opinion de personne éduquée est souvent beaucoup plus valable que celle du mec qui dit « C'est comme ça. » Parce que c'est souvent la personne qui est la moins éduquée. Et donc, du coup, tu te retrouves avec une espèce de les gens... les trucs les plus cons en fait sont toujours mis en avant parce que les gens éduqués savent qu'il faut garder de la réserve. Exactement. Et ça c'est vraiment un vrai problème. C'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger dans la littérature scientifique. Et ça veut dire qu'en gros, on va dire que il y a un moment où t'en sais pas du tout sur quelque chose, mais ton niveau de confiance est énorme. Et en fait, dès que tu commences à en savoir un peu plus, tu te rends compte que
t'en sais pas beaucoup, Pas tant que ça. Voilà, ouais, et plus c'est vrai. t'avances, et au bout d'un moment, tu tombes dans un creux où t'es en mode, mais en fait, je savais rien. C'est-à-dire que, Ouais, ouais. après, tu remontes petit à petit, tu commences à être un peu plus sûr de toi. Mais le nombre de gens très connus qui sont au sommet du mont stupide, ça s'appelle le mont stupide, Ah ouais. ce truc où tu connais quasiment rien, mais tu penses tout savoir, il est beaucoup plus grand que, peut-être pas immense, mais il est beaucoup plus grand que ce que j'aimerais. Mais cet effet vient très vite pour imager ça, peut-être pour ceux qui se rendent pas compte. Quand tu commences la muscu et tu connais rien, et qu'on te dit, ouais, tu veux gagner de la masse, fais 8 à 12 reps et mange beaucoup de protéines. Mm. Et là, tu te dis, waouh, je connais tout, c'est bon, j'ai les bases et tout. Et t'es là, non. Mais c'est comme la plupart des gens qui te disent la muscu, c'est pas compliqué. Ouais. Ils te disent voilà, la muscu, c'est pas compliqué parce qu'il suffit de faire ça, faire ça, faire ça. C'est vrai. Il n'y a pas besoin de suivre des préceptes super complexes pour gagner du muscle. Maintenant, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première, c'est jusqu'où tu vas aller et à quelle vitesse tu vas progresser en appliquant des trucs ultra basiques. Bah, tu vas peut-être aller moins loin et tu vas peut-être progresser moins vite que quelqu'un qui est un peu plus renseigné. Deuxième chose à savoir, d'où ils te viennent tes préceptes. Ils te viennent d'études scientifiques. Ils te viennent de gens qui ont déterré les choses et qui les ont simplifiées pour toi, mais c'était très 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 compliqué d'arriver à là. Tu vois ? Donc c'est pas parce que tu as réussi c'est pas parce que tu prends une tronçonneuse et que tu arrives à découper un arbre super simplement, que c'est facile de couper des arbres. Ça a été super dur de la faire, la tronçonneuse. C'est juste que toi, t'en as pas conscience parce que tu l'utilises juste. Tu vois ? Ouais, et ça, c'est vraiment très important. Et troisième chose, peut-être que la muscu, c'est pas si compliqué que ça. Admettons. Moi, je suis ouvert à ça et je l'entends ou quoi que ce soit. Mais ce qui est compliqué, c'est le corps humain. C'est pas la muscu. Et le corps humain, j'ose espérer que personne ne dise que c'est super simple. En tout cas, la première personne qui arrive et qui me dit le corps humain c'est super simple, je vais lui demander de me citer les 200 ciseaux, plus les 600 muscles, plus les nerfs, les veines, les embranchements, etc. Et en fait, elle va se rendre compte que si, peut-être que c'est un petit peu compliqué, du coup, le corps humain. Et du coup, comme c'est très compliqué, c'est pour ça c'est très compliqué, et en plus de ça, on varie tous. Chaque personne est différente, a son patrimoine génétique, et ce ne sont pas des petites différences. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de consensus dans le monde de la nutrition. Il y a des gens qui te disent ah, ça c'est bien, ça c'est ou l'opposé total est bien, et qu'en fait c'est vrai que c'est bien, mais ça dépend des périodes et des gens auxquels tu vas faire subir les protocoles. C'est pour ça que la nutrition, c'est un truc en plus de tout le délire mercantile qui fait que tu as des lobbies qui se foutent par-ci, par-là, qui compliquent encore les choses. Mais l'individualité, pour moi, c'est ce vers quoi va aller de toute façon le coaching à long terme. C'est-à-dire qu'on va devenir des spécialistes de l'individualisation, mais on n'en est qu'au balbutiement, là. Voilà. Et ça, c'est compliqué. Ouais, tout à fait. Mais justement, est-ce que tu penses parfois que ta chaîne est trop poussée, trop pointue pour percer, entre guillemets, pour le plus grand nombre, avoir plus de visibilité, ou tu penses que tu finiras par trouver ton public, un public large malgré ça, pour voir ce que tu fais? Parce qu'il faut être honnête, les gens, ils préfèrent, comme tu l'as dit, suivre des conseils très facilement applicables, très simples, quitte à être faux. Tu vois, ce qui fait le plus d'audience, ce qui marche le mieux, c'est ne mangez pas de glucides après 16 heures, et quand tu vois quelqu'un sur M6 qui dit ça, tu dis ouais, ça c'est une bonne méthode, tu vois. Manger que des carottes. La carottothérapie. Mais c'est vrai que les monodiètes, je vais pas, pour pas me prendre de procès, je vais pas citer le nom, mais je connais un coach très connu sur les réseaux. On m'a envoyé qu'il faisait faire des monodiètes à ses clients. J'étais en mode, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, lui, il se les tape toutes. Hein. Si c'est un mec, il est tombé dans tous les pièges que je connaisse. Donc bon, mais je vais pas insister là-dessus. Bref. Est-ce que je pense que ma chaîne est trop compliquée ? Eh bien, c'est une question que je me pose beaucoup, notamment en ce moment. Je me dis, est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire des vidéos que tout le monde, absolument tout le monde peut comprendre, sans sacrifier la véracité. Et je pense que... déjà, je sais que je serais incapable, mais alors profondément incapable de faire un truc
trop simple et perdre comment dire, en exactitude et tout, ça ne me ressemblerait pas. Donc, il ne faut pas que les gens paniquent et se disent que ma chaîne va changer du tout au tout. En revanche, je pense que, par exemple, j'ai négligé certaines choses qui font accrocher les gens et qui les font quand même aimer ce que je peux dire. Notamment, par exemple, l'humour. Tu vois, ma chaîne, il y a de l'humour dedans. Mais je suis beaucoup plus drôle dans la vie de tous les jours que ce que je le suis sur ma chaîne YouTube. Et ça fait partie de moi et ça fait partie de ma personnalité. Des fois même, non ça se dit pas des fois, quelquefois même, il y a des gens de mon entourage qui me disent c'était fatigant tellement tu fais tout le temps des blagues, tu vois, t'arrives pas à être sérieux, tu vois. Ma copine me le reproche quelquefois et ça transparaît pas trop dans mes vidéos. Et pourquoi pas en mettre plus, tu vois? Pourquoi pas m'amuser plus à faire ça, du coup, sans sacrifier forcément le côté exact, mais en amenant ce côté-là qui fait que y a certaines personnes qui vont venir voir mes vidéos pour se divertir et peut-être qu'elles vont apprendre certaines choses. Donc c'est peut-être vers ça que je vais me diriger. Et aussi vers une... j'ai dit ça à mon meilleur pote l'autre jour, j'ai dit, maintenant j'ai envie que ma chaîne, même les plus débiles, ils arrivent dessus, ils comprennent. Tu vois, genre, j'aimerais bien que quand n'importe qui voit une vidéo, la personne, elle connaît rien à la muscu, rien au fitness. Elle est à moitié gogol, tu vois. Enfin, je dis ça sans mais qu'elle voit le truc et qu'elle se dise, ah, j'ai compris des choses. Et ça, vraiment, ce serait important. Parce qu'apporter de l'information aux éduqués, c'est cool. Ça me plaît. Je n'arrêterai pas. En revanche, j'aimerais bien maintenant être capable de l'apporter aussi à des gens qui n'ont peut-être pas le même background que moi. Et je pense que c'est une malédiction, on va dire, qui arrive. Plus tu deviens costaud, on va dire, dans ton domaine, plus tu abstrais les choses. C'est la malédiction de l'abstraction, en fait. Et je pense qu'il faut que je sois capable de passer outre cette espèce d'abstraction. Je vais peut-être prendre plus d'exemples et tout, mais oui, ça fait partie des questions que je me pose. Après, il faut quand même bien se dire que, bon, tu vois, mon Discord, t'y es allé là hier, les gens qui sont dessus, ça me surprend toujours parce que ça fait partie des gens les plus actifs, on va dire, de ma communauté. Le degré d'éducation moyen qu'il peut y avoir là-bas. Alors, tu as des jeunes, machin et tout, hein, tu as des gens de 16 ans, machin et tout, mais... Tu as, par exemple, la première personne qui est arrivée sur mon Discord, elle était docteur en biologie. Il y a eu un docteur en psychologie. Là, il y a un docteur en neurophysiologie qui est actif et souvent présent, qui travaille aussi sur des choses de physique quantique. Un de mes modérateurs principaux, il est ingénieur des mines. Tu as des gens qui ont des masters, des licences en biochimie, des trucs vraiment, les gens sont souvent beaucoup plus éduqués que le niveau que même moi j'ai pu avoir, tu vois, en termes d'études. Et je me dis qu'en fait, ça me fait plaisir déjà de voir que des gens aussi éduqués m'écoutent. Des fois, ça me met un petit peu la pression aussi. Enfin, pas la pression, mais je me dis, il faut que je sois à la hauteur. Et mais ouais, je me rends compte quand même que le public que j'ai, même s'il n'est pas ultra large, il est quand même de 25 000 abonnés, parmi lesquels il y a une proportion peut-être plus importante qu'ailleurs, sans me jeter des fleurs, hein, de gens éduqués. Et c'est de ce point de vue-là, c'est beaucoup. Et je trouve que finalement, c'est pas une victoire totale parce que j'aimerais bien avoir plus d'abonnés, mais c'est quand même quelque chose qui fait un peu de bien, on va dire, à l'ego. Tu vois, tu te dis, bon, peut-être que finalement, je fais pas les trucs trop de façon pourrie. Mais je trouve que ça apporte pas mal dans le Fit Game, si tu permets, francophone, parce qu'aux États-Unis, le public, j'ai l'impression, est beaucoup plus large quand tu regardes sur le fitness YouTube. Parce qu'en France, ça reste beaucoup des jeunes, ça s'adresse beaucoup à des débutants, c'est beaucoup des vidéos entraînement, nutrition, repos très basiques. Et du moment où tu vas aller plus loin, en fait, t'as du très bon divertissement dans le monde du fitness, t'as beaucoup de gros youtubeurs qui font du divertissement mêlé au fitness, qui montrent leurs entraînements, mais au niveau de l'information, il y a un vrai manque quand tu vas aller plus loin que la base en France, je trouve. Alors en fait, si tu veux, j'ai réfléchi à cette question-là aussi, parce que c'est vrai que ce sont des questions que tu te poses au fur et à mesure, et j'en suis venu à, peut-être pas une conclusion, mais en tout cas une hypothèse, de me dire que peut-être qu'en fait ça vient de la différence de mentalité entre la différence de mentalité par rapport au sport en France vis-à-vis des États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, quand tu es sportif, t'es pas un débile. C'est très bien vu d'être sportif.
Bien sûr, tu as le cliché du jock, etc. aux États-Unis, où tu as les gars qui sont. Le gars qui embêtait Peter Parker, par exemple, Flash Thompson, dans les bandes dessinées, bah, c'était toujours un sportif un peu bête et tout. Mais. Et donc, tu as ce cliché aussi du nerd, etc. Mais tu as quand même beaucoup plus ce côté, on va dire, idéal grec de le corps et l'esprit aux États-Unis. J'y suis allé pendant 1 mois il y a 2 ans et tout le monde fait du sport. Les salles de fitness sont blindées, les gens font du sport partout dans la rue et tout. Et en fait, c'est vu de façon positive. Là où en France, tu as une espèce de dissociation entre le corps et l'esprit. Et quand tu es un intellectuel, tu vois les sportifs un petit peu, comme disaient des proches, sportifs, c'est quoi ce gros mot, enfin tu vois, quelque chose comme ça. Ouais. Et il le disait en plaisantant bien sûr, mais c'est un petit peu le principe qu'on en a, enfin ce côté-là qu'on a. Et inversement, les gens qui font du fitness, tu as quand même une grosse partie, peut-être pas immense, mais en tout cas les jeunes qui font du fitness et qui sont sur YouTube, peut-être un peu plus, c'est ce côté, ouais mais de toute façon, c'est pas une affaire d'être intelligent, la muscu, c'est de pousser lourd, et il faut pousser lourd, et cette espèce de délire de la virilité un petit peu exacerbé en mode j'ai envie de me prouver quelque chose, peut-être aussi parce que ce sont des gens qui ont commencé la muscu parce qu'ils étaient malingres et frêles ou trop gros, enfin bref, qui se sentaient mal dans leur peau, et du coup ils ont envie d'atteindre cette espèce d'idéal de la virilité, et ils essayent d'adopter des comportements qui sont les plus virils à leurs yeux, donc des gens qui les ont poussés à vouloir changer parce qu'en fait, parce qu'ils se sentaient mal à cause des moqueries de ces mêmes gens, et du coup ils reproduisent ce schéma. Enfin, on pourrait rentrer là-dedans pendant longtemps et j'ai pas envie de faire mon psychologue de comptoir, mais je pense qu'il y a vraiment une espèce de truc un petit peu social, psychologique à creuser de ce côté-là, parce que le gap est immense, tu as raison, entre les États-Unis et la France à ce niveau-là, et je pense que c'est parce si je voulais résumer ça, on est complexé en fait par rapport à cette espèce de pratique du fitness, là où les Américains pas du tout. Beaucoup moins. Non, c'est vrai. Tout à l'heure, on parlait justement du fait que ta chaîne est très pointue. Et est-ce que parfois, par rapport à ça, tu te sens mal payé, je dirais, dans le sens où tu as eu quelques petits allers-retours réponses avec un gros youtubeur, et quelques clashs, et en fait, vous démontiez chacun les arguments des autres, et en fait, t'es arrivé à un moment où t'as pris tous ces arguments, et vraiment, t'as montré que même ces arguments scientifiques ne tenaient plus. Et j'ai regardé les commentaires de cette vidéo sur ta chaîne, et en fait, c'était beaucoup de gens qui avaient plus rien à dire vu que t'avais tout démonté, et qui mettaient juste « Ouais, t'es un forceur avec tes études scientifiques, là. » Alors qu'en fait, les études scientifiques apportent la réponse à la question, et ils disaient « Ouais, mais ouais, en gros, arrête avec tes études, t'es chiant, quoi. » Alors qu'au final, c'était la réponse à la question qu'on cherchait. Du coup, c'est pas un peu frustrant parfois, ce côté-là ? Si, en fait, c'est... je vais pas mentir, hein, c'est effectivement frustrant dans le sens où, par exemple, là, récemment, j'ai sorti une vidéo où je parlais des arguments de From Human to God. Et en fait, tout le monde me dit « Oui, mais en fait, qu'est-ce que t'as avec tes études scientifiques ? On peut trouver des études scientifiques qui vont dans tous les sens. » Sans jamais me citer d'études scientifiques qui allaient contre ce que je donnais dans ma vidéo. Et donc, en fait, peut-être cette espèce de... Parce que tu cites des... c'est pas ça. Plutôt, c'est une espèce d'incompréhension de ce que c'est que... Comment ça fonctionne. C'est-à-dire que si tu arrives et que tu viens et que tu me donnes la preuve en étude que ce que j'ai dit n'est pas vrai, je vais t'accueillir à bras ouverts. Évidemment, si tu le fais pas en arrivant comme un connard, en me disant t'as vu, t'es un gros con et tout, parce que ça, si tu me prouves que j'ai tort en étant très courtois et très poli, je vais être ravi. Si tu arrives en me disant ouais, t'es un gros con, t'as vu, t'as dit ça, n'oublie pas qu'avant de me montrer l'étude scientifique, t'as dit que j'étais un gros con. Donc, j'ai pas envie de t'écouter, tu vois. Même si t'as les meilleurs arguments du monde, tu peux pas arriver et me dire que je suis un gros débile. C'est pas, enfin, il faut être humain, tu vois. Bon, ça après c'est le problème des rapports sur Internet. Les gens vrillent et ont cette espèce de masque de l'anonymat qui les fait complètement devenir timbrés. Donc faut pas trop non plus prendre ça à cœur. Mais c'est vrai que ça m'agace passiblement certaines fois. Passablement, je sais pas. Bref, dans l'idée, oui, en fait, quelquefois c'est frustrant d'avoir ça, parce que moi j'adorerais en fait, qu'on me contredise de façon intelligente. Je le fais tout le temps sur mon Discord, j'ai des débats avec des gens, voilà, et on finit par bien s'entendre, on finit par devenir potes, parce qu'en fait
la contradiction, pour moi, c'est quelque chose de positif, mais il faut être capable de mettre son ego, pas de côté, mais dissocié de ses connaissances. C'est pas parce que tu connais beaucoup de choses que tu es quelqu'un de bien, et c'est pas parce que tu es quelqu'un de bien que tu connais beaucoup de choses. Ça n'a rien à voir. Ouais. Moi, par exemple, j'estime avoir un certain niveau de connaissance en sciences du sport. Plus que la majorité, moins que certains que je côtoie et qui devant lesquels j'ai beaucoup d'humilité, notamment je pense à par exemple Mathias Soulol sur Instagram ou des gens comme ça vers qui je vais me référer de temps en temps quand je ne sais plus trop comment interpréter les choses, et je ne ferai jamais assez de pub, donc c'est pour ça. Et bref, ce que je veux dire, c'est que en revanche, je croise quelqu'un dans la rue, n'importe qui, je suis sûr à 100% que cette personne que je croise, sauf si éventuellement elle est plus jeune que moi, parce que peut-être qu'elle a choisi exactement les mêmes choses que moi, les mêmes domaines que moi à développer, mais j'en suis pas sûr, enfin c'est hypothétique. Mais en tout cas, je suis sûr que cette personne-là va s'être développée dans un domaine où je ne suis pas bon. Est-ce que ça veut dire que je lui suis inférieur ? Non, Ouais, je sais ce que tu veux dire. ça veut pas dire que je lui suis inférieur, et ça veut pas dire, parce que j'ai plus de connaissances dans le domaine des sciences du sport, que je lui suis supérieur. Ce sont deux choses différentes, et tu ne juges pas de la valeur de quelqu'un à ses connaissances, à son expertise dans un domaine. La valeur de quelqu'un, pour moi, se définit plutôt vis-à-vis de sa morale, ce qui est encore autre chose, et de son comportement, mais pas vis-à-vis de ses connaissances. Et pourtant, beaucoup de gens ont tendance à faire l'amalgame, et du coup, quand tu les attaques sur leurs arguments, ils vrillent tout de suite, et en fait, ils le prennent mal. ils se resserrent, et ils disent « Ah ouais, mais il m'a pris pour un con !» Non, tu peux avoir tout faux et pas être du tout un con. Tu vois Luc Montagnier, par exemple, si on parle de lui, qui a un prix Nobel de médecine pour avoir, il me semble, découvert le sida, ou quelque chose qui est relié au sida en tout cas. Eh bien, il dit des trucs, mais absolument, sur la communauté scientifique, tu vois, il est répudié maintenant parce qu'il donne son avis sur des choses, mais tu as envie de lui dire, mais tu dis de la merde là-dessus. Mais vraiment, c'est facile de savoir qu'il dit de la merde. Mais ça ne veut pas dire que c'est un con, loin de là. Il est prix Nobel de médecine. C'est pas un débile. C'est juste que tes connaissances ne sont pas peu reliées à ton intelligence. Surtout tes opinions. Ouais. Bref. Ok. Oh, c'était un bon résumé. Bon, ça, t'en as parlé un peu avant, donc on va pas revenir là-dessus, mais du fait que tu dises que t'es plus logique qu'émotionnel par rapport à tes vidéos. Je voulais la citer, celle-là, je trouve pas mal. Mais du coup, justement, donc tu privilégies toujours le fond à la forme, et donc maintenant tu penses que c'est ce que tu vas peut-être légèrement modifier dans tes vidéos. En fait, moi, ma philosophie, on va dire, de vie, c'est l'amélioration. C'est-à-dire que je veux devenir quelqu'un de meilleur sur tous les points de vue, ce que je peux améliorer en tout cas. Et donc, comme je veux m'améliorer, il faut que je m'améliore sur mes lacunes. Et mes lacunes sont plus maintenant dans le domaine de la forme que du fond. J'en ai toujours dans le fond, j'en aurai toujours, et je vais continuer à le développer, mais ça me fait plaisir de le développer. Je dois lire 2h30 par jour, plus je me fais des trucs d'anatomie, des machins, enfin c'est naturel maintenant pour moi de développer mes connaissances dans le fond. Maintenant il faut que je m'intéresse vraiment à la forme, et que je devienne meilleur dans la forme, et que je m'y applique, même si c'est peut-être ce qui est moins naturel pour moi sur les vidéos, parce que dans la vie de tous les jours, c'est vrai que j'ai plus d'aisance, on va dire, et plus de facilité, parce que, grâce au kendo, notamment, parce que le fait d'enseigner à des jeunes, le fait de côtoyer des gens 2 fois par semaine depuis 13 ans maintenant, ça te fait devenir socialement plus fort, tu vois, on va dire, émotionnellement plus fin aussi. C'est pour ça que j'aime bien le fait de garder du travail à la salle, tu vois. 10 heures par semaine à la salle, je le fais, je gagne peanuts en travaillant 10 heures par semaine à la salle. Je dois gagner 300 € par mois avec ça. Mais ça me permet vraiment d'avoir toujours ce contact avec les gens, de savoir ce qu'ils ont envie, peut-être leurs besoins, si tu veux. Et donc ça me donne des sujets pour ma chaîne, et le contact humain me permet aussi
comment dire, de devenir plus fort dans ce domaine-là qui n'est pas forcément le plus instinctif chez moi. Ok, Voilà. c'est sympa. Donc voilà, les évolutions qu'on peut attendre sur ta chaîne bientôt. Il y a d'autres évolutions pour le futur de ta chaîne? Il y a des choses, des types de vidéos que tu penses déjà faire ou non, ça va être trop film? J'aimerais bien faire des featuring avec plein de gens, mais pas forcément des gens très connus. Hein. Oula, il y a une mouche. Bref, avec pas forcément. Je vis à côté de la forêt, donc si ma copine laisse les fenêtres ouvertes, c'est la mort. Il y a des genre, je suis envahi d'insectes tout le temps. Bref, oui, on était sur. Oui, les évolutions. Tu veux faire des featuring. Ouais, je veux faire des featuring avec. En fait, j'ai envie de mettre des gens en avant. J'ai envie qu'on me mette aussi en avant. J'aimerais bien, ce serait cool. Mais j'ai principalement envie de mettre des gens en avant qui, il me semble, ne le sont pas assez. Et si tu veux, j'ai cette espèce d'accessibilité que j'aimerais conserver le plus longtemps possible, dans le sens où dès que quelqu'un va m'envoyer un message sur Insta et tout, je vais lui répondre, je vais être ouvert à plein de choses, et j'aimerais profiter de ça pour justement voir les petits créateurs de contenu, on va dire, qui ont vraiment du contenu intéressant. Un truc vraiment, tu vois, scientifiquement poussé, peut-être pas forcément juste scientifiquement. Tu as des gens qui publient des vidéos, c'est pas très scientifique, mais c'est hyper fin dans la déduction, tu vois. Et j'aimerais bien mettre ça plus en avant via la maigre exposition que je peux apporter, parce que j'aimerais bien qu'on fasse ça pour moi aussi. Donc je vois pas pourquoi est-ce que je ferais pas aux autres ce que je voudrais qu'on me fasse, tu vois. Donc d'ailleurs, je confirme pour ceux qui nous regardent, il a répondu quand je l'ai écrit en quelques minutes, je pense, pour me dire qu'il était intéressé par la vidéo. Donc je te remercie en tout cas pour ça. J'étais moi-même surpris, j'étais il a déjà répondu, c'est génial. Souvent sur Instagram, tu te fais facilement zapper, du coup. Je pensais pas parler compétition avec toi, mais vu que tu m'as dit que peut-être tu vas aller te taxer vers de la prépa physique pour des compétiteurs, est-ce que toi, tu penses éventuellement passer par cette case-là, du coup? Non, ça m'intéresse pas du tout. Enfin, on peut jamais dire jamais, mais en fait, c'est assez contradictoire avec l'art martial que je fais. Dans le sens où si je commence à me faire une sèche pour être ultra découpé, tu vois, de la mort, je vais avoir des niveaux énergétiques qui vont tomber ras les pâquerettes. Et le problème de ça, c'est que si je veux faire ça en kendo, ben, je vais baisser en performance en kendo. Ça m'intéresse pas du tout, en fait. C'est-à-dire que il y a une époque où je disais que j'étais pas intéressé par l'aspect esthétique, ou peut-être que je l'ai dit dans une de mes vidéos, je sais plus. Mais ce que je voulais vraiment dire, et le truc qui vraiment me tient, j'aimerais rectifier par rapport à ce discours que j'ai pu avoir, c'est je suis totalement intéressé par l'aspect esthétique. J'ai envie d'avoir plus de muscles, plus de force, une belle ligne, tu vois. Ce côté musculation m'intéresse totalement. Et ce serait hypocrite de dire que ça ne fait pas partie de mes objectifs. Mais ce sera toujours secondaire à mon objectif de performance en kendo. Dès le moment où je peux améliorer les deux de concert, je le ferai avec joie. Mais s'il faut prioriser l'un par rapport à l'autre, je prioriserai toujours le kendo. Donc, on peut être très musclé, et je pense que même c'est un avantage, mais après c'est mon avis, on peut être très musclé et très performant en kendo. Mais on ne peut pas être ultra sécos de la mort comme il faut être pour une compétition et performant en kendo, c'est pas possible, tes niveaux énergétiques sont trop bas. Donc, éventuellement, si un jour, tu vois, là en ce moment, le kendo il est arrêté en France jusqu'à, pour nous, au moins septembre. Pour d'autres clubs, je sais pas trop. Ils vont peut-être, parce qu'ils ont leur propre dojo et tout, nous on dépend de la fac, donc c'est compliqué. Mais pour nous, au moins jusqu'en septembre, bon bah s'il y avait une compétition qui se faisait, je suis même pas sûr que je le ferais. Parce que il faut pas oublier que c'est juste après le jour de la compétition, tu vois, t'as pas regagné tes niveaux énergétiques. Tu vois, c'est un long processus. Tu pourrais prendre 3-4 mois minimum pour sécher. Et puis derrière, au minimum, hein, parce que là, il y en a qui se préparent jusqu'à au moins 1 an, voire plus à l'avance. Hein, et grand bien leur face. Moi, je pense que c'est une bonne méthode. Mais je veux dire, il faut être vraiment dédié à ça, quoi. Enfin, dedicated. Comment on dit en français? Parce que dédié, c'est pas vraiment c'est juste dédié. Hein. Ouais, il faut se dédier, plutôt. Désolé, je suis vraiment cette espèce
d'envie aujourd'hui d'être très précis dans mes mots. Bref, Pas de souci. l'envie, c'est, enfin, le truc, c'est si il y avait que ça, mais il y a aussi toute la phase après derrière où tu dois regagner ton poids, faire, tu vois, certains parlent de reverse diet, etc. Tu dois revenir à tes niveaux énergétiques. Bon, ça peut te baiser facilement une demi-année facile, voire Ouais. 1 ou 2 ans. Confirme. Bah, ça m'intéresse pas. Moi, je veux pendant ces 1 ou 2 ans être performant en kendo. Donc voilà. Ok. Bon la famille, vu la longueur de l'interview, je me permets de couper ici pour cette partie 1. Vous retrouverez tout bientôt la partie 2 sur ma chaîne de l'interview de Gaïs de Geek and Fit. On va parler stéroïdes, on va parler vision des stéroïdes en France, on va parler fake natties, on va parler des fit girls, on va parler de quoi? De plein d'autres trucs perso, des youtubeurs qui kiffent, des youtubeurs qui peuvent pas voir. On vous montrera tout ça donc dans la partie 2 de cette interview. Donc j'espère que vous aurez kiffé cette première partie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, partager la vidéo, vous connaissez. Bien sûr, vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, ça m'aide énormément. Et mettez la petite cloche notification pour ne pas rater la partie 2 déjà et ne pas rater les prochaines interviews et autres vidéos que je posterai sur ma chaîne. D'ailleurs, je vous invite à aller voir toutes les vidéos que j'ai faites. Et on se voit tout bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et pour cette fameuse partie 2. Allez, ciao!